Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier quelques personnes qui ont particulièrement soutenu Passion Médiéviste le mois précédent. Je tiens donc à remercier Simon, Étienne et Anna. Vraiment, merci beaucoup. Et auditeurs, auditrices, sachez que dans quelques jours, à l'heure où sort cet épisode, je vais faire une petite annonce assez importante pour Passion Médiéviste. Mais si vous soutenez déjà Passion Médiéviste et que vous avez pu rejoindre le Discord, eh bien vous le savez déjà. À très vite. Allez, on écoute l'épisode maintenant sur un sujet mais passionnant. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à la guerre de 100 ans, à l'Édin d'Aquitaine et aux romans de chevalerie, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire pour l'Europe occidentale, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 93. Johan et l'Inde médiévale, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Après avoir parlé du Japon et des Mayas, je vous propose enfin un nouvel épisode qui sort radicalement de l'histoire médiévale européenne, car, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, nous allons parler aujourd'hui de l'Inde médiévale, c'est-à-dire d'une période entre les 6e et 12e siècles pour être large. Et mon invité, notre véritable guide aujourd'hui, parce qu'on en a besoin, c'est Johan Le Villain. Bonjour Johan. Bonjour Fanny. Johan, je te reçois parce que tu viens, alors au moment où on enregistre, c'était vraiment il y a quelques semaines, tu viens de soutenir une thèse sur le sujet, alors, construire une culture régionale, le Malois médiéval à l'épreuve du site d'Achapuri, 9e, 11e siècle. Donc c'est un peu plus précis que ce que j'ai dit tout à l'heure, donc tu l'as soutenu en décembre 2023. Tout à fait. Sous la direction de Charlotte Schmitt et Adam Hardy à l'école pratique des hautes études. Alors ce sujet va être passionnant. Quand je l'ai teasé avant, plein de gens m'ont dit « Waouh, trop bien !» Donc je suis très très contente qu'on enregistre aujourd'hui. Alors déjà, première question, tout à fait rituelle dans Passion médiéviste. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? J'ai travaillé sur ce sujet puisque à l'école du Louvre, je me suis spécialisé dans l'art de l'Inde, de l'Asie du Sud de manière générale, et j'ai beaucoup aimé l'art de l'Inde centrale, j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai vu. Toutefois, quand j'ai fait mon master à l'école du Louvre, je n'ai pas pu travailler sur l'Inde centrale puisqu'on avait une liste de sujets prédéfinis et mes études de master m'ont conduit à étudier plus précisément l'Inde du Nord-Est, et ce qui correspond à l'actuel Bangladesh. Et pourquoi l'Inde en fait ? Déjà parce que c'est quand même assez spécifique, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Pourquoi l'Inde ? Eh bien, je dirais que c'est le choc esthétique des sculptures, des images indiennes que j'ai vues projetées en grand écran dans l'amphithéâtre qui m'ont vraiment donné envie d'en savoir plus. Et tout ça n'a pas déjà été étudié ? L'art de l'Inde est beaucoup étudié. La plupart des études sont en langue anglaise. En France, ça reste un espace très étudié. L'histoire de l'art peut-être un petit peu moins, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, je comprends. Alors, est-ce que tu peux nous teaser un peu le reste de l'épisode ? Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches ? Ce que j'ai voulu montrer dans mes recherches, c'est que on peut composer une histoire culturelle plus globale en prenant en compte de façon très précise des éléments de culture matérielle. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en histoire de l'art, très souvent, et ça peut paraître paradoxal, on ne prend pas toujours comme source d'étude première les images, les éléments architecturaux en eux-mêmes. Souvent, on va commencer par les textes normatifs qui décrivent les architectures, qui décrivent les images, et finalement, les images elles-mêmes, les architectures elles-mêmes arrivent un petit peu en renfort après tout ça. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est partir avant tout de la culture matérielle. Donc on va en rentrer en détail. Alors déjà, pour cadrer un petit peu, pour donner le contexte, pour donner le décor de cet épisode, raconte-nous sur quelle époque et espace géographique est-ce que tu as travaillé précisément. Alors je vous dis tout de suite, on mettra des cartes sur le site passionmédiéviste.fr sur l'article qui accompagne l'épisode, donc auditeurs, auditrices, allez voir la carte sur le site, comme ça vous pouvez suivre en même temps qu'on parle.
J'ai travaillé sur une période que j'appelle le premier âge médiéval. C'est une période qui court entre le 7e, 13e siècle, même si ça varie un petit peu selon les sources et les auteurs. En fait, premier âge médiéval, c'est une traduction du concept anglais de early medieval. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des sources sont en anglais. Et premier âge médiéval, c'est ma traduction personnelle en français de ce concept-là. Et c'est une période qui court entre le 7e et le 13e siècle. Et pour ce qui est de la géographie, j'ai étudié plus précisément la région historique du Malois, qui est une région qui se situe en Inde centrale. Et si on regarde sur une carte aujourd'hui, le Malois n'apparaît plus en tant que tel, mais le Malois correspond en réalité à la partie occidentale de l'actuel Madhya Pradesh et à la partie sud-est du Rajasthan. Le Rajasthan étant dans le nord-ouest de l'Inde et le Madhya Pradesh étant vraiment au centre. Madhya Pradesh signifiant littéralement la terre du milieu. Ah oui, c'est clair au moins. Et à l'époque, est-ce que l'Inde ressemble déjà à aujourd'hui? Est-ce qu'on l'appelle l'Inde ou pas du tout? Alors, à l'époque, je doute qu'il y ait un terme qui renvoie à l'Inde telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et les termes, il y en a certainement plusieurs qui vont renvoyer à des réalités géopolitiques différentes et qui vont aussi différer selon la langue que l'on utilise. Et même chacun de ces termes, j'ai envie de dire, va être particulièrement polysémique et va pouvoir renvoyer à différentes réalités géopolitiques. Je dirais que pour l'époque qui m'intéresse et pour la région qui m'intéresse, on a un terme en particulier qui revient assez souvent dans les textes d'époque, c'est le terme Aryavarta, ce qui signifie littéralement la terre des Aryens, et en fait c'est un terme qui renvoie plus précisément à l'Inde du Nord. Mais donc, l'Inde n'est pas encore une entité politique comme aujourd'hui, elle est divisée en plusieurs royaumes? Tout à fait, et c'est ce qui va caractériser plus particulièrement le premier âge médiéval, justement. C'est une période où le territoire, alors dans le nord de l'Inde, pour ce qui me concerne, c'est une période où le territoire est particulièrement morcelé politiquement. On a de nombreuses dynasties qui vont composer des royaumes régionaux et qui vont s'affronter les unes les autres. Et donc, pour le Malois que tu as étudié, raconte-nous un peu quel est le contexte historique pour cette région. Alors, avant tout, je devrais peut-être préciser quelque chose pour que tout le monde arrive à me suivre. Il m'arrive parfois de parler d'Inde centrale et il m'arrive parfois de parler d'Inde du Nord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en Inde, généralement, on distingue deux grands blocs culturels, même s'il y a une unité entre les deux. Il y a ce qu'on va appeler l'Inde du Nord et ce qu'on va appeler l'Inde du Sud. L'Inde centrale, contrairement à ce qu'on peut croire assez instinctivement, ça n'est pas un espace qui se situerait entre les deux. En fait, il faut comprendre que l'Inde centrale fait partie du bloc Inde du Nord. C'est une distinction qui se fonde principalement sur des critères linguistiques. Ceci étant dit, pendant le premier âge médiéval, en Inde centrale, les différentes dynasties qui occupent le territoire vont se livrer à des batailles de façon très régulière. En fait, c'est un calendrier qui est tout à fait presque rituel, j'ai envie de dire. Il y a une saison pour la guerre, il y a une saison pour ne pas faire la guerre, et les différentes dynasties vont s'affronter les unes les autres. Pour ce qui est de ma période et de la région que j'étudie, on constate que le Malois, entre le 8e et le 11e siècle, est sous la coupe d'une dynastie que l'on appelle les Pratyahara. Puis, à partir du milieu du 10e siècle et jusqu'au 13e siècle, le Malois va être sous l'emprise de la dynastie des Paramara. La distinction est que les Pratyahara ont vraiment régné sur un très vaste empire qui dépasse le seul Malois, et donc ils ont dû déléguer leur pouvoir à des dynasties locales, des roitelets locaux, et en réalité, la région plus précise que j'étudie au sein du Malois a été sous la coupe de dynasties locales qui sont un petit peu difficiles à identifier. C'est quelque chose qui change à l'époque suivante sous le règne des Paramara, puisque les Paramara vont régner sur le Malois seulement, et ce sont des souverains qui vont avoir une emprise beaucoup plus directe sur ce territoire. Donc c'est intéressant de voir que même si, comme tu disais, il y a un peu une guerre constante annuelle, on a quand même des dynasties qui arrivent à tenir pendant un moment. C'est pas du renversement total à chaque année. Non, ce n'est pas du renversement total à chaque année, mais c'est très ritualisé. Disons que les rois des dynasties qui arrivent à établir un pouvoir assez global, un pouvoir assez englobant, vont s'appuyer sur des princes locaux qui sont tout de même des pouvoirs politiques assez versatiles, qui vont retourner leur veste assez aisément, pour le dire comme ça. Le jeu d'alliance matrimoniale, politique est extrêmement important, et en réalité, on parle pour cette période-là de Samanta Chakra en sanskrit, ce qui signifie Samanta Chakra, ce qui signifie littéralement les cercles Chakra Samanta de princes vassaux. En fait, il faut se représenter un territoire avec au centre
un roi le plus important, celui de la dynastie englobante, donc soit par exemple les Pratyahara, soit les Paramara, et tout autour de ces souverains se répartissent les souverains locaux qui sont au service du roi qui est au centre de la conception géopolitique du territoire. D'accord, ouais, donc c'est intéressant comme ça. Alors, raconte-nous aussi en détail, alors même si ta spécialité, on va le voir, est plutôt l'architecture et la sculpture, on va déjà parler un petit peu aussi de la société indienne de l'époque. Raconte-nous comment était organisée à l'époque. Tu as déjà donné un peu des éléments sur le côté politique. Là, si on descend un petit peu vraiment du point de vue social. La société à l'époque, elle se divise selon un système de caste qui est un système dont on a généralement entendu parler en Occident, quand bien même on n'est pas un spécialiste de l'Inde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système de caste, en fait, il articule deux notions différentes. Il y a d'abord un système que l'on appelle en sanskrit un système de varna, ce qui veut dire couleur, et un système de jati, ce qui signifie naissance. En fait, le système de varna, c'est ce qui correspond, grosso modo, à ce qu'on sait de ce système généralement en Occident, c'est ce qu'on appelle généralement les 4 castes. Il y a la caste des brahmanes, les prêtres, qui est théoriquement la caste supérieure. Il y a la caste des guerriers, des gens de pouvoir, les kshatriyas, qui vient après la caste des brahmanes. Il y a ensuite la caste des vaishyas, qui sont des commerçants, des artisans. Puis il y a la caste des shudras, qui correspond vraiment à la petite paysannerie, aux petits artisans, et qui techniquement sont au service des 3 autres castes. Et c'est encore le cas aujourd'hui, on a ce système de caste encore un peu en Inde aujourd'hui, c'est ça ? Bien sûr, ce système est très prégnant aujourd'hui en Inde encore. J'ai envie de dire, les shudras, ils ont beau être au bas de cette hiérarchie, ils ont quand même l'avantage de faire partie de ce système de caste, puisqu'il faut ajouter à ces 4 castes tous les gens qui sont hors caste, ce qu'on appelle les intouchables et les dalits, et qui eux vraiment écopent des tâches les plus avilissantes de la société. Ça c'est pour les castes, les varnas, et puis il y a aussi ce système de jati dont je parlais à l'instant, et le système de jati, c'est un système qui renvoie plus précisément aux catégories socio-professionnelles, et qui va vraiment de façon beaucoup moins théorique, organiser la société, organiser l'espace dans un village, dans une ville. C'est un système qui est géré, qui est régi par des impératifs de pureté, d'impureté, de souillure, de souiller, et c'est vraiment un système beaucoup plus, entre guillemets, pratique, parce que, évidemment, ce système de 4 castes, prêtres, guerriers, commerçants, serviteurs, c'est quelque chose de très théorique qui ne correspond pas, qui ne rend pas compte de la complexité de la société à l'époque, et donc le système de jati, qui est extrêmement complexe, structure la société également. Et en fait, le système de caste en Inde, c'est vraiment la fusion de ces 2 systèmes-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est intéressant de voir que ce système qu'on a aujourd'hui, en fait, existait déjà à l'époque quasiment 1000 ans avant. Oui, et c'est même un système beaucoup plus ancien que ça, mais il est vrai qu'à la période médiévale, surtout au premier âge médiéval, comme on observe une complexification de la société, le système de jati se complexifie d'autant plus et s'étoffe d'autant plus. Et élément important aussi, quelle était la religion ou les religions à l'époque ? Alors là encore, il faut s'imaginer un paysage religieux extrêmement pluriel. Pour la région qui m'intéresse et l'époque qui m'intéresse, la religion dominante, celle du moins dont on a le plus de traces, c'est l'hindouisme. Mais il faut savoir que le terme hindouisme renvoie à une catégorie assez générale, d'un usage assez commode, mais en réalité l'hindouisme correspond à une multitude de mouvements dévotionnels différents qui se distinguent selon la divinité suprême qui préside au sommet du panthéon. Par exemple, il y a à cette époque 3 mouvements religieux particulièrement importants dans l'hindouisme. Il y a le vishnouisme, le shivaïsme et le shaktisme, et dans le vishnouisme, les dévots considèrent que Vishnu est le dieu suprême et tous les autres dieux qui existent certes ne sont que des émanations de Vishnu. Dans le shivaïsme, le dieu suprême est Shiva, et dans le shaktisme, la divinité suprême féminine, c'est la déesse. Mais est-ce qu'on a des problèmes entre les religions, ou est-ce que toutes ces religions arrivent à cohabiter quand même ? Les différents mouvements hindous et les autres religions généralement coexistent plutôt bien. Il faut s'imaginer malgré tout une certaine unité dans les rites. Un pèlerin hindou qui sera par exemple shivaïte et qui se rendra sur un site de pèlerinage extrêmement important pour le shivaïsme ne fera pas l'économie des sanctuaires à Vishnu ou des sanctuaires à la déesse sur son chemin. Il ira leur rendre hommage. C'est quelque chose d'assez intégratif.
Alors il n'y a pas que l'hindouisme, il y a d'autres religions. Il y a à cette époque le bouddhisme, mais qui a presque disparu de l'Inde. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu de traces ou très peu de traces dans le Malwa médiéval. À cette époque-là, le bouddhisme survit principalement au nord-est de l'Inde. À cette époque, au 9e, 11e siècle, il y a d'ailleurs une dynastie, la dynastie des Palas, qui compte des souverains majoritairement bouddhistes et qui règne sur le nord-est de l'Inde. Mais dans le reste de l'Inde, le bouddhisme a décliné. Dans le Malwa, en revanche, il y a une autre religion d'essence tout à fait indienne qu'on ne connaît pas beaucoup en Occident parce que ça n'est pas une religion missionnaire, c'est le jaïnisme. Et le jaïnisme, pour le faire de façon succincte, c'est une religion qui ressemble au bouddhisme, c'est une religion qui est liée assez étroitement au bouddhisme, où on ne se réfère pas aux dieux pour se libérer du cycle des réincarnations. Les hommes doivent se libérer eux-mêmes selon leur propre effort, et les jains sont vraiment très à cheval sur les notions de pureté, etc. Donc il y a le jaïnisme, il y a l'hindouisme, et il faut aussi s'imaginer, et particulièrement en Inde centrale, une multitude de cultes tribaux dont on n'a pas forcément trace pour ces périodes anciennes, et il faut aussi s'imaginer à cette époque sur les côtes de l'Inde, notamment la côte ouest, il faut aussi s'imaginer des comptoirs musulmans. C'est ce que j'allais te demander, parce que là tu as parlé effectivement des religions propres à l'Inde, mais on commence à avoir du contact avec les religions monothéistes aussi ? On commence effectivement à avoir des contacts avec l'islam. Il faut bien s'imaginer que l'Inde n'est pas un continent fermé sur lui-même. Il y a notamment beaucoup de contacts avec les mondes islamiques plus à l'ouest, et par exemple les musulmans sont installés dans le nord du sous-continent indien à partir du 8e siècle. Ils s'installent dans la vallée du Sindh, ce qui est aujourd'hui une région de l'actuel Pakistan, et puis ils vont aussi établir des comptoirs commerçants le long des côtes. Après, pour une implantation plus durable de l'islam en Inde, il faut attendre la période suivante. Et est-ce qu'on a aussi des contacts avec l'Europe à cette époque-là ? À cette époque-là, il me semble qu'on n'a pas de traces de contact pérenne entre l'Occident et l'Inde. Il me semble qu'il faut attendre la fin du XVe siècle et Vasco de Gama pour avoir quelque chose de vraiment substantiel. Oui, parce qu'en fait, il faut imaginer qu'à la même époque que ce qu'on aborde aujourd'hui, eh bien, par exemple, on a les chevaliers paysans qui commencent à s'installer autour du lac de Paladru. Voilà. Sûrement. Non, mais c'est ça, j'aime bien mettre en parallèle, comme on avait fait l'épisode pour les Mayas, de dire, les Mayas ont vécu à la même époque que Charlemagne. Pour que, auditeurs, auditrices, vous arriviez un petit peu à faire le parallèle entre tout ça, et oui, que ça arrive en même temps, tout ça. Alors justement, rentrons un petit peu aussi dans le détail. Donc Johan, ton travail porte surtout sur la sculpture et l'architecture. Alors raconte-nous comment est-ce que tu pourrais décrire le ou les styles de cette époque pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Alors je sais que sans images, c'est un peu compliqué. Encore une fois, auditeurs, auditrices, allez voir sur le site ou sur mon compte Instagram, je mettrai aussi quelques photos. Comment tu nous décris ça, Johan ? Alors, il faut se dire que les monuments que j'ai étudiés le plus sont des monuments religieux et ce sont le plus souvent des temples. Donc voilà les monuments qui servent à mon étude principalement. Les temples, ils vont avoir des aspects différents selon les régions, en Inde du Nord et en Inde du Sud. Et les temples qui ont été construits sur le site d'Achapuri entre le 9e et le 11e siècle participent de la tradition artistique de l'Inde du Nord. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand les artistes commencent à travailler à Achapuri au 9e siècle, ils sont les dépositaires d'une tradition architecturale qui est déjà tout à fait établie, tout à fait autonome, et les artistes qui vont travailler au 9e et 10e siècle, en fait, vont construire des temples qui, pour le dire autrement, ressemblent tout à fait aux autres temples qu'on trouve en Inde du Nord, mais ils vont porter cette tradition à son épanouissement maximum. Ils vont prendre des formes déjà existantes et les sublimer, les complexifier. On a par exemple à Achapuri de nombreux exemples de temples qui sont les premiers de leur genre en Inde du Nord, mais qui s'appuient sur des formes antérieures. Alors un temple, et en l'occurrence à Achapuri on parle principalement de temples hindous, même s'il y a certainement eu aussi des temples jains, mais je ne les ai pas particulièrement bien identifiés.
À Achapuri, il y a des vestiges de temples hindous et dans leur forme la plus simple, en fait, un temple, il faut pas s'imaginer une église. Il faut pas s'imaginer un endroit dans lequel on peut se rassembler. Non, un temple, c'est relativement petit. C'est en fait une tour sanctuaire dans laquelle est installée l'image du dieu qui est vénéré dans le temple et généralement, devant cette tour sanctuaire, il y a un petit porche et c'est tout. Dans les monuments un petit peu plus développés, il y a devant la tour sanctuaire ce qu'on appelle un mandapa, ce qui est un hall à piliers, où on peut éventuellement se rassembler, où on peut venir écouter des récitations, assister au culte, mais les temples ne sont pas des lieux de rassemblement en tant que tels. On va plutôt en fait se rassembler autour des temples, on va exécuter des rituels autour des temples, mais les temples ne sont pas des endroits vraiment de rassemblement, et les prêtres, les brahmanes, sont ceux qui ont un accès, qui contrôlent l'accès au temple et à la divinité qui est à l'intérieur. J'ai une question qui est peut-être un peu bête, enfin une réflexion peut-être un peu naïve, tu me dis si c'est fondé ou alors si c'est vraiment n'importe quoi. Aussi je me dis, en Europe, on a une météo un peu plus compliquée, parfois il fait un peu plus froid et tout, donc on a peut-être besoin de faire le culte, d'être dans un endroit fermé, d'être protégé. Alors que là, en Inde, on a un peu moins froid, donc on peut rester en extérieur pour faire le culte. Alors, il faut bien se dire qu'en Inde centrale, vers le mois de janvier, il fait quand même froid. Ah, d'accord, ouais, tu vois, je me demandais. Il fait quand même froid. Disons que en Inde, la météo va plutôt s'articuler autour d'un événement important qui est la mousson, où on va vraiment avoir des pluies torrentielles pendant une période. En Inde, le culte est rendu à l'intérieur du temple quand même par les prêtres qui ont accès à la divinité qui est dans le sanctuaire, mais effectivement, le culte ne se limite pas à ça, et la plupart des dévots, en fait, vont faire ce qu'on appelle un rituel de déambulation autour du temple. Ils vont, tourner autour du temple, et donc tourner symboliquement autour de la divinité qui est à l'intérieur, et prier, se concentrer sur la divinité, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rites, effectivement, qui peuvent se faire en extérieur. Ça fait penser un petit peu, effectivement, au rituel des musulmans, notamment à la Mecque, qui tourne comme ça aussi autour d'un monument. Oui, ça peut rappeler exactement ce genre de rituel. Et donc là, tu nous as parlé du côté architectural dans son ensemble. Alors rentrons aussi plus en détail dans le côté sculpture, donc là un peu plus, on va dire, décoration des temples. Qu'est-ce qu'on trouve comme particularité et qu'est-ce qu'on représente ? Alors déjà, les images qui occupent un temple, il faut se dire qu'elles se divisent en deux catégories. Il y a d'un côté l'image de culte en elle-même, qui est installée à l'intérieur du sanctuaire, qui en motive la construction et qui représente le dieu qui est vénéré, le dieu principal. Donc c'est vraiment une image de culte et c'est la plus importante de toutes les images du temple. C'est la seule qui est vraiment nécessaire. Seconde catégorie, il y a ce qu'on va appeler les images ornementales. Alors c'est un terme un petit peu ambigu, parce qu'en réalité, pour un dévot qui approche le temple, ces images sont aussi des dieux. Ça n'est jamais que ornementales, mais toutes ces images-là qui vont être sculptées, qui vont occuper principalement l'extérieur du temple, vont en fait servir à embellir le temple qui est considéré comme la demeure du dieu qui y réside. Donc les sculptures, les figures vont embellir, vont doter le dieu d'un entourage, et c'est pour ça que sur les murs, sur les parois extérieures d'un temple, on va représenter d'autres divinités qui sont identifiables, qui participent de l'entourage immédiat du dieu qui reçoit un culte dans le temple, et on a aussi, notamment pour la période médiévale, de nombreuses images féminines dans des attitudes diverses, extrêmement aussi décoratives, et qui constituent comme ça tout un petit monde, tout un microcosme autour du dieu. Et est-ce qu'on a aussi des scènes qui sont représentées qui sont pas forcément liées au dieu ou pas du tout ? Alors, pour le premier âge médiéval et pour la période qui m'intéresse, on a assez peu d'images narratives. Ce sont, aux époques précédentes, en Inde du Nord, on trouve sur les temples de grands panneaux narratifs qui mettent en scène les mythes. Pour le site que j'ai étudié, pour ma période, beaucoup moins. Les images ont un caractère beaucoup plus, entre guillemets, iconique, c'est-à-dire que sur les murs du temple se juxtaposent différentes images de divinités, parfois identifiables, qui participent du panthéon hindou. Il y a aussi des images de divinités secondaires, donc des beautés célestes, des joueurs d'instruments de musique, etc. Certains sages aussi sont représentés, mais ce sont des images très génériques. Il est difficile de dire si ces sages représentent un personnage historique ou pas. Après, il est vrai qu'une partie du répertoire à l'époque se constitue aussi de portraits de personnages qui ont une épaisseur historique un petit peu plus importante, des souverains locaux, des maîtres, des gourous locaux, mais ces personnages-là, quand on n'a pas d'inscription qui accompagne les images, on ne peut pas les identifier. Mais généralement, on voit que ce ne sont pas des divinités à certains détails, des éléments qui sont individualisés dans le visage, dans la coiffure, ils n'ont pas non plus d'anatomie fantastique, contrairement aux dieux, donc dans ces cas-là, on peut les identifier. Donc, les sculptures nous permettent quand même de savoir des choses sur la société de l'époque.
Tout à fait. Les sculptures nous permettent de nous rendre compte de la manière dont les dévots approchaient les divinités. Les sculptures nous permettent de nous rendre compte comment les personnes à cette époque-là aussi se représentaient leur divinité. Quand on n'est pas familier de l'art hindou en particulier, on peut être assez surpris en Occident parce que les images de dieux hindous présentent des anatomies fantastiques, des personnages avec de nombreux bras, de nombreuses têtes, parfois des éléments animaux, le célèbre dieu Ganesha notamment qui a une tête d'éléphant. Tout ça peut être très surprenant, mais en réalité, les images expriment le caractère supérieur des dieux et leur plein pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont plein de bras, plein de mains, ils peuvent tenir de nombreux attributs qui expriment tout leur pouvoir. Alors les temples et les sculptures sont extrêmement importants pour l'époque médiévale. Ce ne sont pas que des images, ce ne sont pas que des bâtiments. Il faut bien se dire que les temples sont devenus des éléments principaux au cœur du culte hindou. Les images sont devenues globalement tout à fait nécessaires et il est extrêmement important d'associer le premier âge médiéval à une période de boom dans la construction d'architecture en pierre. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça montre une certaine, entre guillemets, standardisation de la société et ça montre aussi une certaine mobilité sociale. Il faut bien s'imaginer qu'à la période médiévale, l'Inde n'est pas autant peuplée qu'aujourd'hui. Il y avait encore de grands espaces vierges ou occupés par des populations tribales qui n'ont pas nécessairement laissé de traces puisqu'elles ne construisaient pas de bâtiments dans des matériaux pérennes. Mais au premier âge médiéval, ce qui se développe, c'est la gratification par le don de terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les souverains qui possèdent la terre vont doter certaines personnes importantes de leur entourage de terre. Alors ça peut être des militaires et ça va être principalement aussi des prêtres, des brahmanes. Et on voit comme ça se développer à la période médiévale une sorte de colonisation brahmanique, une sorte de colonisation par les brahmanes du territoire. Ils vont jouir d'un droit sur les terres, ils vont jouir de l'exploitation des terres, ils vont faire construire des temples, et comme ça, autour de ces temples vont se créer de nombreux villages qui vont participer à un essor de l'agriculture à l'époque. Donc les temples ne sont pas que des monuments religieux, ce sont aussi des monuments qui sont au cœur de tout un système économique et politique extrêmement complexe, et généralement quand on construit des temples, on va construire aussi tout un tas d'autres infrastructures à côté. On va notamment faire construire des réservoirs, de grands lacs artificiels. L'eau qui est prise dans ces réservoirs, et ces réservoirs sont remplis à la mousson, l'eau va servir à des fins rituelles, bien sûr, mais c'est aussi une eau qu'on stocke pour la gestion, la survie du village et à des fins agricoles. Oui, j'allais te demander ça aussi. Quelle est la place de ces temples au sein des villages, au sein des espaces plutôt urbains ? Ça dépend, il y a différents cas de figure. Il y a des temples qui vont vraiment se développer en contexte urbain, avec les habitations immédiatement autour. Et il y a aussi des complexes de temples qui vont être un petit peu plus isolés, parce que ce sont des lieux aussi qui vont servir de retraite aux maîtres locaux, aux gourous locaux. Et généralement, les temples qui sont un petit peu à l'écart, à la période médiévale, vont être construits en interaction avec des monastères, avec des lieux de résidence pour les renonçants, pour les ascètes eux-mêmes. Et généralement, ce sont ces complexes un petit peu isolés qui ont le mieux survécu parce que les temples, les monuments qui appartenaient à un tissu urbain médiéval ont évolué avec leur ville et parfois ont été détruits, parfois ont été reconstruits, réemployés, etc. C'est le cas d'Achapuri, par exemple, qui compte notamment un complexe de temple principal, le complexe de Bhutanatha, le seigneur des esprits. C'est un des noms du dieu hindou Shiva. Ce complexe de Bhutanatha se situe à un petit peu plus d'1 kilomètre au nord du village actuel d'Achapuri et c'était a priori un complexe de temples qui fonctionnait avec un monastère. Alors justement, parlons un peu en détail de ce site que tu as étudié en particulier. Déjà, en taille, ça représente quoi ? Ce qu'il faut bien se dire avec Achapuri, et je préfère le dire tout de suite, mais il y aura certainement des images qui seront diffusées sur le site, c'est que le site est complètement en ruine aujourd'hui. Donc peut-être que je donnerai des photos avec des temples qui sont encore debout pour ne pas que ce soit trop déceptif, mais le site d'Achapuri, c'est un gigantesque puzzle, tous les bâtiments se sont effondrés. Le complexe de Bhutanatha, c'est un complexe qui comptait une 20aine de temples. Ça n'est pas rien, ce sont des temples qui ont des tailles variables, plutôt à échelle humaine. Il y a un temple en particulier qui est grand, un des temples les plus tardifs, mais sinon, c'est un complexe assez concentré dans l'espace, les temples sont assez proches les uns des autres, et c'est un complexe qui est construit à côté d'un très grand lac artificiel, d'un très grand réservoir. Et donc ton travail sur ce site, ça constitue à faire quoi ?
Mon travail, il a consisté, en premier lieu, à assurer une couverture photographique des vestiges d'Achapuri. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon codirecteur, Adam Hardy, est un spécialiste de l'architecture et qu'il avait commencé à travailler sur le site d'Achapuri, mais il a observé ce site à travers, bien sûr, son œil d'architecte. Donc c'est quelqu'un qui, lui, a commencé à restituer par le dessin l'apparence des temples qui étaient effondrés, et il avait laissé de côté, entre guillemets, la question des sculptures, des iconographies. Bien sûr, il savait que ces images décoraient le temple, il les a ajoutées sur ses dessins, mais il avait besoin de quelqu'un qui l'aide par exemple à essayer de restituer l'agencement iconographique sur un temple, c'est-à-dire essayer de savoir où se situait telle image qu'on a retrouvée par terre, etc. Et le but était, premièrement d'essayer de restituer quelque chose de l'organisation des sculptures sur les temples. C'est malheureusement quelque chose qui n'a pas été facile à faire, souvent impossible, parce que, encore une fois, les temples sont complètement effondrés, les sculptures ont été retrouvées parfois un petit peu loin de leur temple d'origine, mais mon travail a consisté en cela principalement à faire une couverture photographique, à cataloguer les sculptures et à ensuite analyser aussi leur style pour essayer d'identifier les particularités d'un atelier de sculpture local et de voir comment cet atelier local entrait en contact ou non avec les ateliers voisins et comment tout ça participait à la création d'une culture matérielle et une culture visuelle homogène au Malois à cette époque-là. Donc tu as pu aller en Inde pour tes recherches. Oui, j'ai pu y aller avant et après la période Covid, fort heureusement. Avant le Covid, en 2017 et en 2018, je suis allé sur le terrain, je suis allé à Achapuri, j'ai aussi visité les sites alentours, les grands musées de l'Inde centrale pour avoir aussi un bon aperçu des collections, et j'y suis retourné en janvier 2023, donc juste peu de temps avant le dépôt de ma thèse, pour vérifier certaines théories que j'avais pu élaborer à Paris en bibliothèque pendant la période Covid, et pour refaire bien sûr un tour à Achapuri et dans les sites importants de la région où il y a des sites avec des temples qui sont encore debout. Donc ça permet de s'imaginer ce à quoi ressemblaient les temples d'Achapuri. Et comment ça s'est passé tes recherches là-bas ? Est-ce que les gens sont habitués à ce qu'il y ait des personnes qui viennent étudier les temples ou comment ça s'est passé ? Alors ça dépend. Il y a le milieu académique qui est plus ou moins habitué. Et d'ailleurs, quand je suis allé sur le terrain en avril 2018, j'ai pu résider sur un campus. Donc là, j'ai pu discuter avec des collègues indiens qui eux aussi ont travaillé à Achapuri, qui ont participé au déblaiement du site. Après, quand on va vraiment sur le terrain pour voir les temples dans les villages actuels, là on s'adresse à une population donc non académique, vraiment les locaux. Et eux sont souvent davantage surpris de voir un occidental, surtout pour des sites qui ne sont pas encore très touristiques, mais généralement on est très bien accueillis, les gens sont touchés de la curiosité qu'on manifeste à leur culture. C'est vraiment comme ça que ça se passe le plus souvent, à quelques exceptions près. Parfois on vous prend pour un trafiquant d'art et on n'a pas envie de vous montrer ce qu'il y a dans son village, mais je comprends, ça arrive et il faut pas forcer dans ces cas-là. Et tu as dit le site a été déblayé, mais donc il n'y a pas eu de fouilles archéologiques, ça a juste été, entre guillemets, dépoussiéré, mais il n'y a pas eu de travail vraiment archéologique sur le terrain. Non, le site a été déblayé, effectivement, donc dégagé. On a pris chaque vestige, chaque bloc, on les a inventoriés, puis ensuite on les a disposés tout autour du site. Donc on a vraiment aujourd'hui l'impression d'un gigantesque champ de pierres, si tu veux. On a vraiment comme ça toutes les pierres qui sont disposées autour, et ne reste aujourd'hui sur place que les fondations, que les bases des temples. Mais qui permettent quand même d'avoir une bonne idée de comment c'était à l'époque. En tout cas, au niveau des fondations, tu arrives à dire, ok, là il y a tel bâtiment, tel bâtiment, tel bâtiment. Tout à fait, les fondations des temples sont encore visibles, et paradoxalement, c'est justement l'effondrement des temples qui a permis leur sauvegarde, puisque en s'effondrant, les temples ont conservé la plupart des éléments qui les constituaient, notamment les images, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'à Achapuri, il y avait un corpus d'images, un corpus de statues extrêmement important et d'une très grande qualité, et finalement assez peu abîmé et assez peu dispersé. Ça veut dire que c'était sous la végétation et c'était préservé comme ça ? C'était sous la végétation et c'était aussi un site enfoui sous ses propres débris. Et à part te faire prendre pour un marchand d'art, quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées ? Les difficultés, alors, elles tiennent parfois à l'état des sites, qui ne sont parfois pas très bien conservés. Elles tiennent aussi parfois à l'accès aux sites, notamment pour les sculptures, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour protéger des sculptures, des images qui ne sont plus solidaires de leur écrin architectural, parfois ces sculptures, elles sont déposées dans des abris à sculptures, et pour avoir accès à ces abris, et pour pouvoir photographier les sculptures qui s'y trouvent, il faut des autorisations des services archéologiques locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu difficile à obtenir. Et aussi, une autre difficulté,
difficulté, eh bien, c'est de voyager à l'échelle de l'Inde, puisque pour aller d'un site à l'autre, parfois, ça prend une journée complète. Et dans ces cas-là, il faut organiser tout à fait strictement son emploi du temps, mais aussi accepter l'idée qu'il y aura du retard, qu'il y aura des problèmes sur la route. Et on est très dépendant aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert un peu à mon insu, on est très dépendant de la lumière pour prendre des photos, notamment sur les sites. Et malheureusement, parfois, on est tout à fait à contre-jour pour prendre certaines images, pour prendre certains temples en photo. Et parfois, il faut comme ça moduler son emploi du temps. Et un site qu'on a visité en fin d'après-midi, il faut en fait y retourner le lendemain matin pour prendre de meilleures photos, quand bien même c'était pas prévu. Et t'avais déjà des connaissances en photo pour faire tout ça ? Non, je n'avais pas de connaissances particulières en photo, j'avais juste un appareil photo et j'ai constaté assez récemment seulement que les iPhones font de bien meilleures photos que nos appareils photos, surtout en intérieur. C'est très difficile de prendre de bonnes photos dans un musée. Et est-ce que tu as eu quand même des bonnes surprises avec toutes ces recherches ? Bien sûr, le corpus d'Achapuri en lui-même est une bonne surprise. Achapuri est une bonne surprise. C'est assez rare qu'on vous propose l'étude d'un site aussi pléthorique, c'est-à-dire un site avec autant de vestiges architecturaux et qui a été assez peu étudié. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait qu'Achapuri ait été peu étudié. C'est un site qui a été déblayé récemment, donc on a pris conscience de l'ampleur de ce site assez récemment seulement. Et c'est aussi un site où il y a peut-être trop d'éléments justement et pas assez d'inscriptions, pas assez de texte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les sites qui ont été étudiés le plus en Inde pour l'époque médiévale, ce sont des sites donc déjà avec des temples qui sont encore debout et des temples qui sont dotés d'un appareil épigraphique qui permettent de dater les temples et qui permettent d'associer les temples à des commanditaires, notamment des commanditaires royaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout à Achapuri ou presque. Donc c'est un site qui était sciemment, je dirais, délaissé par la recherche parce que pas forcément attractif pour les méthodes traditionnelles d'histoire de l'art. Et donc toi, tu avais déjà une formation qui te permettait de pouvoir les appréhender et pour les dater aussi, donc sans inscription, tu avais, j'imagine à partir du style, tu as pu les dater comme ça ? Tout à fait, ça c'est la formation École du Louvre, je dirais. On nous apprend à regarder les images, les sculptures, dans le détail de leur exécution, le détail de leur style, de leurs iconographies, et c'est ce qui permet de proposer une chronologie relative, et bien sûr, les images d'Achapuri, après, ont été comparées à des images d'autres sites, parfois mieux documentées, des images qui proviennent de temples parfois datés par inscription, et c'est ce qui permet aussi de faire le pont entre un site et un autre, et d'établir une chronologie relativement ferme, mais sur des critères stylistiques uniquement. Donc on peut dire que avec ta thèse, tu as vraiment contribué à ce qu'on connaisse mieux ce site. J'espère, en tout cas. Et tiens d'ailleurs, alors juste maintenant, je peux te la poser cette question, mais maintenant que ta thèse est finie, comment est-ce que ça s'est passé en général pour toi de faire cette thèse ? Parce que faire une thèse sur un site qui est très loin de toi, où tu peux pas aller tous les 4 matins pour vérifier, ça peut être simple. C'est vrai, la thèse est en soi une expérience très exigeante et le fait de se spécialiser sur l'art médiéval en Inde centrale complique les choses. J'aurais certainement eu moins de difficultés à travailler sur l'art versaillais, mais... On embrasse les gens qui travaillent sur l'art versaillais. On les adore, j'adore Versailles. Oui, ça implique d'aller sur le terrain, ça implique de se former aussi aux langues locales, ça fait que on a des thèses dans ces domaines-là qui sont relativement longues. Moi, ma thèse a duré 6 ans, c'est la norme, ça aurait pu durer plus longtemps. Le Covid n'a effectivement pas simplifié les choses, mais oui, c'est une expérience exigeante, ça a été une expérience difficile, ça a été parfois un crève-cœur, parce que parfois, d'un terrain à un autre, je constatais que des sculptures d'Achapuri disparaissaient. C'est-à-dire, elles disparaissaient ? Eh ben, dans le meilleur des cas, elles ont été déplacées de façon confidentielle par les locaux ou par les services archéologiques pour être abritées puis exposées par ailleurs, peut-être dans un musée ou un centre culturel en formation, ou dans le pire des cas, elles ont été volées et elles participent aujourd'hui d'un trafic illégal d'œuvres d'art. Parce que tu as eu des différences sur le site entre la première fois où tu y allais et l'année dernière, récemment ? Alors le site n'a pas été ouvertement pillé, il est censé être sous la protection du service archéologique d'État du Madhya Pradesh, mais en réalité ce sont surtout les locaux, les gens qui habitent le village d'Achapuri aujourd'hui qui assurent l'ouverture du musée, qui assurent l'entretien du musée, qui assurent une surveillance sur le site. D'ailleurs les locaux ont aussi été formés et mis à contribution lors du déblaiement du site, et ça c'est extrêmement important. Le travail que font les locaux est absolument précieux, et je ne dirais pas que d'une année à l'autre le site a été entièrement pillé, mais il est vrai que certaines sculptures, et étonnamment les plus remarquables, ont pu disparaître d'une année à l'autre.
Ouais, donc là, j'imagine, pour toi, ça doit te faire mal au cœur, c'est ça? Ça fait mal au cœur, mais c'est d'autant plus important justement d'avoir fait ce travail de documentation photographique, puisqu'il y a certaines sculptures aujourd'hui qu'on ne peut plus voir sur place. Et dans mon catalogue de thèse, il y a certaines sculptures que je n'ai pas vues moi-même, mais dont j'ai eu les photos par mes collègues indiens justement. Donc là, tu montres qu'il y a vraiment effectivement peut-être une urgence à travailler sur tous ces sites aujourd'hui. Il y a une urgence à travailler sur ces sites, en particulier pour l'époque médiévale, puisque c'est une période qui est particulièrement riche pour ce qui est de son corpus matériel. Il y a de nombreux sites, et il est vrai que les moyens ne sont toujours pas mis en œuvre pour étudier ces sites de façon archéologique. On ne peut pas toujours mener une étude archéologique très précise sur ces sites. L'urgence est ailleurs, l'urgence est de documenter ces sites, de les déblayer, et souvent ce travail de déblaiement est confié à des locaux qui n'ont pas forcément une formation en archéologie. Donc je dirais que si aujourd'hui quelqu'un veut travailler sur l'Inde médiévale et sur l'histoire de l'art, je dirais que c'est là, en fait, ce qu'il faut faire. Ce n'est pas tant qu'il y a des sujets principalement à exploiter il y a plutôt des sites à aller découvrir et des sites à aller documenter, parce que ces sites changent drastiquement d'une année à l'autre, parce qu'ils sont déblayés, parce que on découvre des restes de monuments d'année en année, et qu'il faut, documenter tout ça, documenter les vestiges tels qu'ils sont, avant qu'ils soient déblayés, inventoriés et classés par les locaux. Et toi, depuis que tu as soutenu ta thèse, alors il y a quelques temps, qu'est-ce que tu fais et comment tu visualises l'après-thèse? Eh bien, je dirais que pour l'instant, je commence à réfléchir à une possible publication de ma thèse. Ah. Je travaille d'ailleurs moi-même dans un service de publication scientifique, donc j'ai une bonne idée du travail que ça représente, et puis j'ai aussi des collègues qui ont soutenu leur thèse il y a quelque temps et qui travaillent aussi à la publication de leur thèse, donc on se soutient tous les uns les autres, on se donne des conseils, des astuces, mais je dirais que c'est là le principal objectif que j'ai en tête pour le moment. Ça va être de publier cette thèse, de rendre le site d'Achapuri davantage connu, d'essayer de produire aussi une littérature scientifique en anglais, parce que ma thèse a été écrite en français, mais les collègues indiens, dans leur grande majorité, ne vont pas lire le français. Et je veux que ce travail serve aussi aux collègues indiens. Je veux rendre à l'Inde un petit peu de ce que l'Inde m'a apporté. Donc il va falloir aussi envisager de publier des articles ou des résumés de mon travail en anglais pour que ça serve aussi là-bas. Et à côté de ça, tu enseignes, c'est ça? Oui, j'enseigne. Alors j'enseigne principalement à l'école du Louvre. Je donne des cours au musée Guimet, devant les œuvres, devant les images indiennes, et aussi d'Asie du Sud-Est. Et selon les années, je peux donner un cours aussi dans telle université, Paris 8 ou Paris 3, mais sur des sujets bien différents. Ah bah tiens, oui, parce que, bon, j'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'occasion d'aller en Inde pour aller voir tout ça. Alors tu peux conseiller d'aller au musée Guimet pour voir des sculptures qui ressembleraient un petit peu à ce que tu as étudié? Oui, je conseille tout à fait d'aller au musée Guimet à Paris pour se plonger un petit peu justement dans la culture visuelle indienne. Il y a une galerie indienne qui est assez bien fournie, il y a des images qui proviennent d'à peu près toutes les régions de l'Inde, notamment pour la période médiévale, et il y a certaines sculptures tout à fait intéressantes qui viennent d'Inde centrale et qui datent du premier âge médiéval. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil de lecture pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ça, des choses peut-être accessibles et trouvables plus ou moins facilement en librairie? Eh bien, pour ce domaine, je ne peux que conseiller aux gens de se tourner vers les catalogues d'exposition, par exemple les catalogues d'exposition du musée Guimet, qui sont souvent en fait des ouvrages accessibles au grand public et qui sont abondamment illustrés. Ils se trouvent en librairie, ce ne sont malheureusement pas les ouvrages les moins chers, mais ça reste une très bonne porte d'entrée, et je conseillerais notamment le catalogue d'une exposition qui a eu lieu à Nantes l'an dernier, au château des Ducs de Bretagne, où on exposait des œuvres indiennes de musées italiens. Et il y a un catalogue d'expo, Inde reflet de monde sacré, ou quelque chose comme ça, et qui est vraiment un excellent catalogue, avec des textes très accessibles, c'est très illustré, c'est vraiment au plus un bel objet. Bon bah je mettrai la référence sur le site. Et pour finir, Joanne, alors tu as un petit peu dit avant, mais quand même, je veux bien que tu nous donnes encore quelques pistes. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils de sujets, ou peut-être de sites qui mériteraient d'être plus étudiés? Alors il y a des sites effectivement qui pourtant présentent de nombreux vestiges et qui n'ont pas encore attiré l'attention de la recherche. Dans le nord-ouest du Malwa, donc dans la partie qui correspond aujourd'hui au Rajasthan, il y a notamment un site qui s'appelle Bilas et qui est très riche de matériel et qui est assez peu étudié, alors que pourtant il y a des vestiges de monastères, il y a des vestiges de temples, des vestiges de temples royaux, il y a des inscriptions, il y a des éléments qui participent de la religion Jain, il y en a d'autres qui participent de religion hindoue. Donc c'est un site vraiment qui mériterait
plus d'attention. Et je dirais qu'il faut aussi peut-être partir à la découverte de sites, parce que vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la période médiévale, c'est une période où on a construit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sites certainement à redécouvrir entre guillemets, parce que au début du XXe siècle, les services archéologiques indiens ont lancé de grandes campagnes de prospection, et il y a aujourd'hui des listes encore conservées de sites qui ont été visités par ces services, mais ce sont des listes un petit peu expéditives entre guillemets. Il y avait tellement de choses à voir, donc parfois pour un site, il y a un petit paragraphe qui dit voici ici, on a identifié 2 ou 3 temples, etc. Et en fait, quand on retourne sur ces sites aujourd'hui, on se rend compte déjà d'une qu'ils existent toujours, qu'il y a beaucoup plus de choses que ce à quoi on s'attendait, et bien sûr, pour pouvoir avoir accès à ces sites aussi, il faut faire confiance aux locaux qui vous guident et qui vous montrent toujours plus de choses dès lors qu'ils vous font confiance. Désormais, chers auditeurs et auditrices, eh bien vous en savez beaucoup plus sur l'Inde médiévale. Donc merci beaucoup Johan Levillain, c'était passionnant. Donc merci énormément et puis bon courage pour la publication de ta thèse. Merci et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Oh oui. Donc auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus, vous le savez, comme d'habitude, il y a l'article qui accompagne l'épisode. Et si l'Inde vous intéresse, alors je vous renvoie vers un épisode de mon autre podcast Passion moderniste, où avec Victor Baptiste, j'ai fait un épisode sur la poésie persane dans l'Inde des 16e et 17e siècles. Donc on est des siècles après, mais il y avait pas mal de choses en fait qui étaient en écho avec ce qu'on a dit aujourd'hui, notamment le côté un petit peu urgence d'étudier des textes pour des raisons différentes qui sont des problèmes de conservation aujourd'hui. Donc allez voir tout ça, vraiment, bon là on est des siècles après, mais il y a certaines continuités. Je peux aussi vous conseiller un de mes épisodes dans Passion médiéviste. Alors on est sur un autre espace géographique, mais l'épisode sur les Mayas, on parlait d'architecture, on a parlé de sculpture, donc très différentes, pour voir comment peut-être à peu près à la même époque, sur un autre continent, comment est-ce qu'on construit des temples. Allez écouter tout ça et profitez-en d'être sur le site pour aller voir tous mes autres podcasts, tous mes autres épisodes. Il y a forcément un sujet qui va vous intéresser, allez voir tout ça. Si vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez déjà partager le podcast autour de vous, en parler soit dans votre entourage, soit sur les réseaux sociaux, n'importe où. Vous pouvez retrouver Passion médiéviste à peu près partout, sauf TikTok, j'ai pas le temps, mais Instagram et pas mal de réseaux comme ça. Vraiment, ça m'aide beaucoup en fait, parce que si chaque personne qui m'écoute parle du podcast à une autre personne, eh bien c'est bon, à la fin de la semaine, la France entière écoute Passion médiéviste, ça serait chouette. Il y a déjà pas mal de gens qui écoutent, mais toujours plus, et c'est chouette. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour passer dans Passion médiéviste, voilà, vous connaissez quelqu'un autour de vous, ou peut-être vous-même, vous travaillez sur un sujet en lien avec le Moyen-Âge, eh bien vous pouvez me contacter, sachant que j'ai quelques petits critères. Il faut que ce soit un sujet que je n'ai pas déjà traité dans le podcast, ou alors donnez-moi des bons arguments sur pourquoi il faudrait quand même en parler, voilà, et n'hésitez pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit en M2, soit en thèse, ou qui vient de soutenir. C'est aussi un de mes autres critères. Et à partir de ça, je pense que si déjà vous réunissez ces critères, eh bien, envoyez-moi un petit mail à passionmédiéviste@gmail.com. Et je tiens bien sûr à remercier les personnes qui soutiennent Passion médiéviste financièrement, parce que c'est grâce à vous que j'arrive à vivre de Passion médiéviste, que j'arrive à vous proposer de plus en plus d'épisodes, que j'arrive à y consacrer plus de la moitié de mon temps de travail. Et à côté de ça, moi je suis freelance dans d'autres choses, mais vraiment merci énormément. D'ailleurs ce mois-ci, je tiens à remercier Florian, Vivien, Nicolas, Sarah, Zoé, Rebecca, Stéphane, Yann, Bernard, Franck, Nelly, Anne, Sandrine et David. Encore merci. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous allons totalement changer de sujet. Vraiment totalement, parce que nous allons revenir en Europe, nous allons revenir à la guerre de 100 ans, nous allons revenir à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Et nous parlerons d'une certaine Catherine de Bourgogne. Salut!